Alors, Jack Sparrow, sommes-nous deux immortels, condamnés à un combat épique, jusqu'aux trompettes célestes du jugement dernier? Petite dédicace à mon pote Sparrox. Régulièrement live sur Twitch, n'hésitez pas à aller follow, je suis souvent là-bas avec lui. Le lien est évidemment dans la description. Et là, vous vous dites peut-être pourquoi j'ai fait une petite référence à Pirates des Caraïbes. Ou peut-être que vous ne vous le dites pas, mais je vais quand même répondre à la question. Je me suis fait récemment un petit marathon des films, et ça m'a donné deux envies. La première, c'est d'aller boire du rhum dans la mer. La deuxième, c'est de faire une vidéo sur des trucs d'horreur, des mystères qui ont eu lieu en mer. Je ne sais pas pourquoi je dis en mer, mais vous avez compris. Donc je suis allé faire des petites recherches et j'ai trouvé des petites histoires très intéressantes qui sont en lien avec l'océan, avec la mer. Ça peut être des témoignages assez mystérieux, ça peut être des sortes de légendes, en tout cas des trucs qui devraient vous donner quelques frissons. Et si vous avez déjà peur de ce qui se cache sous l'océan, oh putain, eh bien c'est possible que vous ayez encore plus peur de ce qui s'y cache. J'espère que la vidéo vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas également à commenter pour me dire si peut-être il y a des choses que vous-même vous connaissez que je n'ai pas abordé dans la vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir, c'est avec plaisir que j'irai voir tout ça et ça pourra peut-être faire l'objet d'une autre vidéo si jamais ça vous plaît. Je vous laisse également mon Instagram juste ici si vous souhaitez me contacter pour me raconter une histoire flippante qui vous est arrivée, ou juste si vous souhaitez m'envoyer un message, me dire que vous voulez faire partie de mon petit équipage, de mon petit Black Pearl à moi. En tout cas j'espère que vous êtes bien installés pour voir ces histoires à mes côtés, embarquez à bord de mon bâtiment, partez avec le capitaine Haken pour voir quelques mystères qui se cachent sous les eaux. En Australie, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable que les scientifiques n'arrivent pas forcément à expliquer. C'est un fait scientifique, mais si on prend un peu de recul sur la chose, c'est incroyablement glauque et personnellement ça me donne pas envie de m'aventurer dans des eaux profondes. Est-ce que vous avez peur des requins? Je présume que la réponse à la question est oui. Eh bien les scientifiques australiens ont décidé, pour étudier un petit peu son environnement et son mode de vie, de placer une sorte de balise GPS sur un grand requin blanc. C'est un animal marin qui peut faire au maximum 6 mètres de long, c'est-à-dire 6 fois ma taille. Et non, si tu fais le calcul, je ne mesure pas 1 mètre. Mais c'est pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. C'est donc une bête très imposante, et si tu te retrouves face à elle et qu'elle décide de te manger, généralement t'es très mal. Eh bien il se trouve que le grand requin blanc qui était observé par les scientifiques australiens s'est retrouvé en quelque sorte perdu. Mais pas perdu parce que l'appareil s'est détaché suite au mouvement du grand requin blanc. Non, on a retrouvé l'appareil sur les côtes, donc hors de l'eau. Mais pourquoi cet appareil s'est retrouvé là? Et c'est ça justement qui est incroyablement effrayant, je trouve. J'abuse peut-être des termes, mais je pense que vous serez d'accord avec moi. Les scientifiques ont donc récupéré l'appareil et ils ont analysé les différentes données pour savoir quelles a été les dernières positions de l'appareil avant que celui-ci se retrouve sur la côte. Les données ont montré que l'appareil avait été plongé à 580 mètres de profondeur. De plus, la température de l'eau a drastiquement changé. Elle était température moyenne, ensuite elle a augmenté aux alentours des 80 degrés et ensuite elle est redevenue à la normale vers les 25 degrés. Les scientifiques australiens se sont donc posé plein de questions. Qu'est-ce qui aurait pu se passer? Et une seule explication est envisageable, c'est que ce fameux requin blanc aurait été mangé par un plus grand prédateur que lui. Il y aurait donc une bête dans l'eau qui vit très profondément, au moins 580 mètres de profondeur, qui serait remonté pour attraper sa proie qui était le grand requin blanc, qui l'aurait ensuite traîné dans les profondeurs. En le mangeant, ce fameux prédateur aurait également mangé la fameuse balise GPS et ensuite l'aurait recraché. La fameuse température de 80 degrés correspondrait en fait au moment où la balise GPS était dans le système digestif du fameux prédateur qui a mangé le grand requin blanc. La grande question c'est, quel prédateur pourrait faire ça? Un prédateur qui soit plus fort et plus grand que le fameux requin blanc qui était observé. Le requin blanc observé lui ne faisait pas 6 mètres, il en faisait 3. Mais il faut quand même qu'il y ait un animal marin qui soit plus grand que 3 mètres et qui mange ce genre d'aliments, en tout cas qui puisse se nourrir de requins blancs. Ça c'est la théorie qui prédomine et cette théorie a été un peu approfondie. Soit ce serait un autre requin blanc bien plus imposant que celui qui était observé qui aurait attaqué le requin blanc, celui qui avait la balise GPS, que ce soit simplement parce qu'il avait faim ou pour une question de territoire. Une autre explication serait que la partie du corps du requin blanc observé qui avait la balise GPS a été arrachée par un prédateur. Effectivement ça se tient. Et autre explication, qui est celle-là pas la plus folle parce qu'en soi on n'a aucun détail là-dessus, mais ce serait qu'un autre prédateur ait attaqué le fameux requin blanc observé. Je sais que cette histoire en soi ne
paye pas forcément de mine, c'est juste une histoire d'un prédateur qui mange sa proie. Mais moi, ce qui m'a un peu mis mal à l'aise, c'est le fait de me dire que peut-être que le fameux prédateur dont on parle n'est pas du tout un requin blanc, c'est peut-être une autre bête dont on ne connaît pas forcément l'existence. Et c'est ça qui fait peur, parce que quand tu te dis c'est un requin, t'arrives à voir la chose, t'arrives à discerner le truc. Mais si on te dit que c'est une bête non identifiée, tu vois, quand tu vas aller à la plage cet été, en regardant la mer, tu vas te dire qu'est-ce qui se cache à l'horizon. C'est ça que je trouve fou. C'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que il y a beaucoup de choses qu'on explique. D'ailleurs, ce qui est le plus probable, c'est que ce soit justement la théorie d'un requin blanc qui a mangé le requin blanc observé. Mais cette petite part de doute est quand même à prendre en compte. Que serait cette petite compilation, si je peux appeler ça comme ça, d'histoires d'horreur, d'histoires mystérieuses et effrayantes concernant la mer, sans une petite histoire que quelqu'un sur Reddit nous a partagée? Celle-là, c'est une histoire mystérieuse. Je ne pense pas que quelqu'un a déjà observé ce genre de choses, mais qui sait. Peut-être que vous pourrez me dire ce que j'ai vu et que ce post vaudra le coup. L'été de 2012, j'ai été très chanceux et j'ai rejoint un équipage pour un voyage vers Haïti. Le bateau était un bateau rapide. Il s'appelait l'Esprit des Bermudes. J'étais sur le pont, en train de monter la garde, une garde qui pouvait durer de 8h à minuit. Je m'étais porté volontaire pour justement surveiller un petit peu ce qu'il se passait, pour regarder les champs de débris qu'on pouvait traverser, voir s'il y avait d'autres bateaux, surveiller les instruments de navigation. Le voyage était vraiment cool, et il ne s'était rien passé jusqu'à ce fameux dimanche. Il était 23h30 à peu près, et c'était la pleine lune. Je pouvais voir plutôt bien à l'horizon. Comme d'habitude, je m'étais proposé de monter la garde pour éviter toute autre responsabilité plus sérieuse. Je n'avais que 17 ans à cette période. J'étais accoudé contre le mât, en train de regarder l'horizon, et je me chantais quelques chansons. Mes yeux se déplaçaient, de bâbord à tribord et de haut en bas, jusqu'à ce qu'ils se posent sur un nuage qui semblait bouger dans le ciel. D'un coup, le nuage s'est séparé, et il y a eu une longue traînée bleue qui est descendue jusqu'à l'horizon. Une étoile filante ? Non. Le ciel brillait également d'un bleu vif. De la foudre? Non plus. La nuit était très calme et ce faisceau de lumière était parfaitement droit. J'étais assis dans une admiration totale pendant quelques instants. Puis j'ai immédiatement couru vers mes officiers supérieurs à la poupe du navire. Toutes les personnes qui étaient de garde cette nuit-là, la bouche grande ouverte. On a tous alors échangé des regards. C'est moi qui ai rompu le silence et qui a demandé ce que c'était. Mon supérieur direct a secoué la tête et a dit qu'il n'en savait rien. Il a demandé à un autre officier pour lui demander de réveiller le capitaine. Je me suis rapidement rendu sur les instruments de navigation, mais il n'y avait rien d'affiché. Le capitaine a fini par dire à tout le monde que ce n'était pas grave et qu'il fallait continuer notre route. Plutôt mystérieux. Est-ce qu'on aurait affaire à un ovni, un objet volant non identifié, ou à quelque chose d'autre? Personnellement, j'en ai aucune idée. Cette histoire est mystérieuse. Beaucoup dans les commentaires de ce post Reddit ne savent pas vraiment ce que ça peut être. Certains ont des théories comme une sorte de faisceau lumineux que pourrait produire par exemple un phare. Certains expliquent également qu'il est possible d'avoir des éclairs même s'il n'y a pas forcément de tempête ou d'orage. Et d'autres pensent que ça peut être une étoile filante. Est-ce que vous avez déjà vu ce type d'événement? Dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse, peut-être que vous avez une explication. Je ne suis pas spécialiste du ciel, donc personnellement j'en ai aucune idée. Je pense que ça a de quoi émerveiller si jamais on assiste à ce genre d'événement. Mais si on y assiste en plein milieu de l'océan, là je pense que c'est quand même autre chose. C'est dans le ciel, donc on se dit pas qu'il y a forcément un danger imminent qui va attaquer notre bateau, mais je sais pas, ça peut mettre un petit peu mal à l'aise et on peut cogiter dessus pendant un petit moment, je pense. Il y a un groupe suédois appelé Ocean X. Ce groupe est un groupe composé de chasseurs de trésors qui arpentent les mers, notamment la mer Baltique, pour récupérer des objets anciens, que ce soit des artefacts historiques ou alors des anciennes boissons haut de gamme, comme le rhum. Selon cette équipe, après une expédition, ils disent avoir obtenu une image sonore entre la Suède et la Finlande, assez intéressante bien qu'elle soit floue. Ils cherchaient un bateau naufragé durant l'été 2011 et ce groupe affirme que l'objet qu'ils ont trouvé est un objet circulaire d'une 60aine de mètres de diamètre, donc un objet très imposant, très grand, qui a des caractéristiques comme des rampes, des escaliers. En tout cas pour eux c'est sûr que ce qu'ils ont trouvé est quelque chose qui a été construit et pas quelque chose de naturel. Ce fameux groupe a décidé l'année qui a suivi de retourner sur les lieux où ils ont eu cette fameuse image pour en avoir le cœur net, et cette fois-ci,
en revenant, ils disent qu'ils n'ont pas réussi à avoir de nouveau une image ou à se rendre plus précisément là où ils ont pris l'image parce qu'il y avait une mystérieuse interférence électrique qui les en a empêchés. Évidemment, après le témoignage de ce groupe-là, beaucoup de rumeurs ont commencé à circuler. Certains pensent que c'est un ovni qui s'était échoué dans l'eau, d'autres pensent à un portail vers un autre monde, et encore d'autres pensent que c'est des Stonehenge. Je suis pas sûr de la prononciation. Mais qu'est-ce que ça pourrait bien être? Les scientifiques, donc de vrais professionnels, parce que le fameux groupe qui a pris cette image est considéré comme un groupe amateur, eh bien les scientifiques, eux, pensent que tout ça n'est pas très important. Ils disent que, étant des amateurs, les appareils ont sûrement été mal calibrés, ce qui a donné peut-être une image qui nous semble laisser voir quelque chose. D'autres disent même que l'image est en elle-même un canular, non pas que c'est une image fausse, mais qu'en gros, le groupe a dessiné un petit peu les contours de ce qu'ils avaient vu pour induire en erreur la population. Vous savez, c'est comme par exemple on voit un nuage qui a une forme particulière. Pour vous donner un petit exemple de la situation, si admettons je suis assis dans l'herbe avec un ami, ensemble on regarde les nuages dans le ciel, moi je ne vois que des nuages et lui a l'impression de distinguer une forme, un lapin admettons, et qui me dit tiens regarde ce nuage là ressemble à un lapin et qui me le montre bien et qui me dit là il y a les oreilles etc. Mon cerveau va effectivement voir un lapin, parce qu'il en aura dessiné les contours. Et bien, pour cette image-là, les scientifiques pensent qu'en fait, quand on voit le truc, on se dit, regardez, on a l'impression que c'est un ovni, et bien du coup, on va se dire, ah oui, effectivement, ça ressemble. Et pour justifier justement cette petite partie debunk, les scientifiques vont dire, en gros, les gars du groupe Ocean X ont dessiné le vaisseau de Star Wars, le Faucon Millenium. Et c'est vrai que dans la forme, ça y ressemble un petit peu. En gros, ce qu'ils disent, c'est ils ont voulu faire un canular, dire que c'est un vaisseau, un ovni, sauf que pour l'inspiration, ils ne sont pas allés chercher bien loin. Donc pour le milieu scientifique, ce qui a été montré, c'est simplement une formation rocheuse, avec une forme un peu amusante, mais qui n'a rien de spécial. Que cette image en fait a fait juste du bruit pour rien du tout. Donc est-ce que cette fameuse image montre quelque chose qu'on n'a pas encore découvert, quelque chose peut-être qui pourrait nous donner des informations sur le passé, sur comment elle s'est retrouvée là, ou alors est-ce que c'est juste un caillou? Eh bien ça on ne sait pas vraiment, donc il y a un petit mystère qui rôde autour de cette histoire. J'ai trouvé ça assez marrant de vous présenter cette histoire là parce que en fait c'est quelque chose qui a quand même fait un peu de bruit et les gens considèrent ça vraiment comme l'anomalie de la mer Baltique, comme un événement associé à cet endroit. Et quelque chose de très intéressant qui est dit par un scientifique, un expert de je ne sais plus quel domaine, c'est que si on veut vérifier déjà une partie de ce qui est présenté, il faut voir quelles sont les intentions des personnes derrière. Pour vous donner l'exemple dans ce cas-là, est-ce que les personnes qui ont montré cette photo ont essayé derrière d'en tirer un bénéfice, par exemple de faire des excursions moyennant un paiement et de dire contre telle somme d'argent on vous emmène là où on a trouvé le truc, ou alors est-ce qu'ils ont juste voulu présenter leur découverte au monde et ensuite voilà les scientifiques disent si c'est intéressant ou pas, mais de voir si derrière Ocean X a essayé d'en tirer un bénéfice ou pas. C'est vrai que c'est déjà une manière assez, je trouve, cohérente de débunker certaines présentations comme ça. C'est sûr que si on dit prendre en photo, je sais pas, un loup-garou et que derrière on se dit ok pour 100 € je vous emmène sur les lieux où vit le loup-garou, bon effectivement il y a peu de chances que ce soit vrai, alors que si on dit regardez j'ai pris en photo un loup-garou et que derrière tu laisses la photo telle qu'elle est, d'avoir plus d'informations, de comprendre les choses sans pour autant essayer d'en tirer un bénéfice, tu peux dire bon là la personne est plutôt objective, elle n'a pas d'intérêt derrière, donc tu peux plutôt croire à la personne. Je trouve que c'est une belle manière de voir les choses. Nouveau petit témoignage qui va être très rapide. Que seraient des histoires d'horreur sans fantômes? Des histoires d'horreur sans fantômes. En 2012, il y a eu un groupe de plongeurs qui exploraient les eaux au large de Santa Monica. On racontait avoir vu un autre plongeur avec eux qui avait un réservoir à oxygène rose et qui se trouvait un peu plus loin au fond de l'eau, donc ce plongeur se démarquait de par son petit réservoir rose. Le groupe de plongeurs a voulu s'approcher de lui, mais il a disparu, comme ça, devant leurs yeux. Comme si ce fameux plongeur était allé un peu plus profond dans l'eau et qu'il n'est jamais remonté derrière. Mais c'est juste bizarre.
On peut se dire que peut-être c'est un plongeur dans un autre groupe, on peut trouver des explications. Mais là où il y a vraiment quelque chose d'assez étonnant, c'est dans un second témoignage où là aussi un groupe de plongeurs faisait tranquillement une petite exploration au large de la ville de Grenade. Et alors qu'ils se baladaient tranquillement sous l'eau, ils ont vu un autre plongeur leur faire signe et ce plongeur avait un haut blanc. Il leur a fait un signe et les plongeurs, eux, ne se sont pas méfiés plus que ça. Ils se sont dit que c'était quelqu'un qui faisait partie de leur groupe. Mais c'est en revenant sur le bateau, après la plongée, que là ils se sont dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Parce que ce fameux plongeur avec le haut blanc, lui n'est jamais remonté sur le bateau. Il ne faisait pas partie du groupe initial. En tout cas, tout le monde s'est mis d'accord sur le fait que cet homme n'était pas sur le bateau. Et personne ne savait qui c'était. Il y a eu quelques renseignements qui ont été pris et il n'y avait aucun groupe cette fois-ci de plongeurs qui plongeait au même endroit, ça c'était sûr et certain. Donc cet homme, qui était-il? Mystère. Et je sais, ne me jetez pas la pierre, je sais que c'est frustrant, je suis tout aussi frustré que vous. Après sur ces témoignages, ce sont des témoignages très rapides. C'est pas comme un thread Reddit où je peux vous mettre un contexte, où ça s'étale sur la longueur, là c'est juste le témoignage d'un bref événement. Après, est-ce qu'il y a eu des décès dans la zone, etc. ça, on n'en a aucune idée. Les seuls faits relatés sont ceux qui disent que des plongeurs ont été vus et qu'ils ont mystérieusement disparu sans qu'on sache qui c'était. Ça se trouve, il y a des explications très rationnelles derrière, mais en tout cas, ces explications, on les a pas. Maintenant, je vais vous parler de personnellement un des trucs d'horreur, enfin d'horreur, de mystère plutôt. Là, on va parler d'un truc, des mystères de l'océan que j'adore. C'est un peu comme tout ce qui est triangle des Bermudes, endroit où les bateaux disparaissent mystérieusement, sauf que là, c'est pas le triangle des Bermudes. Ça s'appelle le triangle du dragon, ou alors la mer du diable. Apparemment, un peu à l'instar du triangle des Bermudes, c'est un endroit que les marins n'aiment pas vraiment arpenter. Ça se situe dans l'océan Pacifique. Il y a plusieurs détails intéressants concernant cette fameuse mer du diable. Il semblerait qu'il y a beaucoup de tourbillons et qu'il y a des zones où l'attraction des champs électromagnétiques sont les plus forts de la planète. Et fait étonnant, ou pas, je ne sais pas, mais ce triangle du dragon, cette mer du diable, se situe à l'exact opposé du triangle des Bermudes. D'ailleurs, c'est aussi appelé le triangle des Bermudes du Pacifique. Et comme le triangle des Bermudes, qui est très connu, celui qu'on connaît tous, il y a aussi des événements étranges qui se sont passés dans cette fameuse mer du diable. Cette mer du diable a la réputation de faire disparaître les navires et l'ensemble de leur équipage. Vous allez me dire, mais Haken, donne-nous du concret. Ne nous dis juste pas, bah il y a un endroit dans l'eau qui est un peu bizarre et des bateaux s'échouent là-bas. Qu'à cela ne tienne. On dit qu'un conquérant, Kublai Khan, le 5e grand Khan, donc un seigneur de l'empire mongol, qui était le petit-fils de Gengis Khan, aurait tenté, il y a maintenant bien longtemps, de conquérir le Japon en l'année 1274 et l'année 1281 après Jésus-Christ. Il a fait 2 tentatives, et chacune de ces tentatives se sont soldées par des échecs. Il n'a jamais réussi à envahir le Japon comme il le voulait, parce que ces navires, composés quand même de 40 000 membres d'équipage, ont disparu. Et on sait qu'ils ont disparu précisément dans cette fameuse zone, le triangle du dragon, la mer du diable. Les Japonais, voyant que leurs envahisseurs ont abandonné leur plan d'invasion, pensaient que c'était Dieu qui avait créé cette fameuse zone, et plus tard, dans cette zone, on retrouvait de temps en temps les restes des navires qui étaient censés envahir le Japon. On raconte quelque chose aussi qui date cette fois-ci d'un peu plus récemment, des années 1800. Certains disent avoir vu un bateau traditionnel japonais, et à son bord, une seule personne, une dame qui brûle de l'encens. Personne n'a jamais su quel était ce bateau, qui était cette dame et quel était l'objectif de ce bateau, vers où il voguait. Encore plus récemment, dans les années 1940 et 1950, beaucoup de navires de pêche ainsi que quelques navires militaires ont disparu dans la mer du diable. Inquiet, le Japon a décidé d'envoyer un autre bateau, le Kaiomaru numéro 5 en 1952 pour savoir ce qu'il était advenu de ces bateaux. Il fallait des réponses à ces questions, surtout qu'il y avait dans l'eau des bateaux militaires. Imaginez en France que le Charles de Gaulle disparaisse comme ça dans la mer, on va pas se dire ok c'est cool, on passe à autre chose. Non, on va chercher à savoir ce qui lui est arrivé. Là c'est ce que les Japonais ont fait, sauf que le fameux bateau qui était censé retrouver ceux qui avaient disparu, eh bien il a connu le même sort. Mais cette fois-ci, on a eu quelques informations. L'épave du dernier bateau envoyé a été retrouvée, mais les membres d'équipage, eux, avaient disparu. Après tous ces incidents, le gouvernement japonais il a dit cette zone elle est dangereuse, on déconseille au bateau de s'y aventurer. Donc
les bateaux n'y passent plus et on essaye un peu d'enterrer le truc, c'est-à-dire qu'on ne cherche même pas à savoir ce qui s'est passé par là. De toute manière, dès qu'un bateau passe dedans, il disparaît, donc à quoi bon envoyer encore des bateaux et des bateaux pour qu'à chaque fois ils se retrouvent dans le même état que tous ceux qui ont essayé d'emprunter cette fameuse mer du diable. Et ce que j'ai trouvé très intéressant dans cette histoire, c'est que là, tout ce que je vous ai présenté comme fait par rapport à cet endroit, ce sont des choses qui ont été rapportées. Mais on s'imagine bien que des événements étranges dans cet endroit n'ont pas eu lieu que récemment. Il y a une origine au mythe de la mer du diable. Et une des origines, du mythe en tout cas, explique pourquoi on appelle cette mer du diable aussi le triangle du dragon. En fait, c'est plutôt simple. 1 millier d'années avant Jésus-Christ, on pensait que dans cette zone, il y avait un dragon qui vivait sous l'eau et qui attaquait les navires pour manger notamment l'équipage afin de se nourrir. À ce moment-là de l'histoire, on pouvait croire à ce genre de choses, donc évidemment beaucoup étaient dissuadés de passer par là, mais aujourd'hui encore, les Japonais ont peur de traverser ce fameux triangle du dragon, cette mer du diable. Donc tout ce qui semble entourer cet endroit semble paranormal. Quelque chose, et cette chose on ne sait pas ce que c'est, semble faire disparaître les bateaux. Un bateau fantôme, un dragon, bon ça semble peu probable. Après qui sait, on sait jamais, hein, les bateaux ne ressortent pas, donc personne n'est là pour raconter les histoires. Comme le dirait un certain capitaine, les morts ne racontent pas d'histoire. Oui, Pirates des Caraïbes, là ça m'a vraiment bien tapé. Évidemment, le paranormal n'est pas une explication qui est validée. Généralement, on se dit pas ok c'est paranormal, on passe à autre chose, on essaie toujours de trouver des raisons qu'on peut comprendre. Mais au-delà du paranormal, comment on pourrait expliquer rationnellement? Les scientifiques se sont un petit peu plongés sur cette question et ils ont trouvé quelques raisonnement intéressant. Ça pourrait être en fait des courants chauds et froids qui entraîneraient des perturbations électromagnétiques et qui désorienteraient les fameux navires qui disparaissent. Ils n'arrivent plus à se repérer, ils restent quasiment éternellement enfermés dans la mer du diable et au bout d'un moment, le bateau disparaît. Il ne se volatilise pas comme ça dans la nature. Et effectivement, on a quelque chose qui va dans ce sens-là, c'est que un des bateaux qui est allé dans cette fameuse mer du diable et pas revenu, mais on a trouvé l'épave. D'autres hypothèses rationnelles disent que ce seraient des volcans sous-marins qui seraient responsables de la disparition des bateaux. Et ce seraient les éruptions de ces volcans qui entraîneraient ensuite la disparition des navires. Ça collerait avec le fameux mythe qui dit que il y aurait un dragon qui se cache dans la mer du diable. Ces volcans sous-marins attireraient ensuite les navires au plus profond de l'océan, et évidemment, comme vous l'avez sûrement remarqué, l'homme ne respire pas très bien sous l'eau. Donc l'équipage ainsi que le bateau seraient amenés à disparaître dans les profondeurs et ne laisserait aucun survivant. De plus, de par une certaine activité sismique, il y aurait des îles qui disparaissent et d'autres qui apparaissent à cet endroit. Ça c'est plutôt fou. Vous l'avez compris, il y a des explications rationnelles, d'autres paranormales, lesquelles sont les bonnes. Personne n'arrive vraiment à se mettre d'accord. En tout cas, quoi qu'il en soit, cette zone, cette fameuse mer du diable, reste encore aujourd'hui un des endroits les plus mystérieux de l'océan. Et voilà les amis, on en a fini pour ces 5 petites histoires, à moins que... Je sais pas pourquoi je fais cette danse, mais le Hollandais volant. J'étais obligé. Si vous ne le saviez pas, c'est un bateau qui a réellement existé. Et son capitaine n'était pas du tout Davy Jones. C'est un des plus célèbres vaisseaux fantômes. Et oui, les films se sont grandement inspirés de son histoire, notamment une qui est vraiment très intéressante. Je la connaissais pas, et c'est vrai que quand tu compares le film par rapport à la légende, ça colle. Grosso modo, c'est un bateau que les marins disent parfois apercevoir entouré d'une brume, un bateau qui semble voguer, comme ça sans but et sans équipage. Selon ce que j'ai pu trouver comme information, la première fois qu'on a parlé de ce fameux Hollandais volant, ça date de 1790. Ce Hollandais volant aurait été aperçu au cours d'une tempête et qu'il serait signe de mauvais présages. Là on a un peu la légende. En gros on voit le Hollandais volant alors qu'on est en mer, ça pue pour nous. Mais d'où il vient? Est-ce que ce bateau a une histoire ou est-ce que c'est juste une sorte de superstition maritime? Eh bien on dit, selon une des variantes de l'histoire, qu'un navire hollandais a été pris dans une énorme tempête alors qu'il tentait de franchir le cap de Bonne-Espérance. L'équipage, très inquiet, a supplié le capitaine de chercher un abri pour que la tempête passe et ensuite reprendre la mer, sauf que le capitaine s'est enfermé dans sa cabine et a commencé à fumer et à boire, à vivre la belle vie alors que tout le monde dehors pensait qu'ils allaient mourir. La tempête ne s'est pas calmée, au contraire elle s'est aggravée et le capitaine, lui, a défié le ciel de couler son navire qu'il jugeait insubmersible. Et c'est là qu'une forme lumineuse se serait matérialisée à bord
du bâtiment hollandais, et cette forme aurait évidemment effrayé l'équipage. Le capitaine, lui, ivre, aurait braqué son arme sur la lumière qu'il y avait devant lui, et aurait tiré sans sommation. Néanmoins, le coup de feu n'a eu aucun effet sur, appelons-la l'entité, mais au contraire, elle a eu un effet sur le capitaine. L'arme lui a explosé dans la main. Et c'est là que l'entité lui a parlé. Elle lui aurait dit « Puisqu'il te plaît tant de tourmenter les marins, tu les tourmenteras, car tu seras le mauvais esprit de la mer. Ton navire apportera l'infortune à ceux qui le verront. » Voilà ce qui expliquerait la fameuse légende du Hollandais volant, comme quoi, si on le voit, on ferait mieux de rentrer dans un port rapidement. Mais il y a une autre variante que je préfère. Cette variante dit que le fameux Hollandais volant n'était pas directement un bateau, mais un capitaine. Un capitaine qui était hollandais et qui avait beaucoup de mal à franchir le cap de Bonne-Espérance. Il a juré qu'il réussirait à traverser le cap, même si ça devait lui prendre l'éternité. Et une personne, ou plutôt une entité, l'aurait entendu. Cette fois-ci, non pas une sorte de lumière blanche, mais le diable. Le diable aurait accepté la parole du capitaine. Le Hollandais était donc condamné à rester en mer pour toujours. La seule manière pour lui de se libérer de cette fameuse malédiction était de trouver l'amour. Un amour sincère et fidèle, c'est-à-dire trouver une femme qui sera assez fidèle pour rester avec un homme qui doit rester en mer pour l'éternité. Pour accomplir cette tâche, trouver l'amour, le Hollandais avait le droit de mettre pied à terre qu'une fois tous les 7 ans. Est-ce que ça ne vous rappellerait pas Davy Jones? Sauf que selon ce que j'ai pu trouver, le fameux capitaine du Hollandais volant, il s'appelle pas comme ça. Comment il s'appelait? Je ne sais pas. Évidemment tout ça est une légende, mais comme j'aime le dire, ne dit-on pas que derrière chaque légende se cache une part de vérité, donc ce que j'ai envie de dire c'est, et si il y avait un bateau qui rôderait sur nos mers pour nous prévenir d'un mauvais présage. Et pas d'un bateau qui peut rentrer sous la mer et appeler un kraken. Vous avez la référence. Je suis sûr que vous l'avez. Et voilà les amis, on a fini pour ces petites histoires mystérieuses sur la mer. J'espère que ça vous a plu. Je pense que certaines vous ont mis des frissons, sûrement certaines plus que d'autres. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de vous partager ces histoires. J'ai bien aimé. Est-ce que vous voulez que je fasse peut-être un autre épisode sur ce genre d'histoire? Pourquoi pas? Quand je referai mon marathon Pirates des Caraïbes, peut-être. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. C'était un plaisir pour moi de vous partager toutes ces histoires, de me plonger un petit peu dans ces différentes légendes. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse de nouveau mon Instagram juste ici. Je vous souhaite bon vent sur les mers. Faites attention à vous, c'était le capitaine Haken. Attention au kraken, ça rime mais j'ai pas fait exprès. Bon vent.